Il existe dans le cœur humain une étrange manière de survivre aux blessures silencieuses, une manière qui semble légère, presque ludique, mais qui, lorsqu'on l'observe de près, révèle une mécanique profondément liée à la peur et à la vigilance. Beaucoup pensent que l'humour est un don, un charme naturel, une spontanéité joyeuse. Pourtant, pour certains, ce sourire facile, cette ironie rapide, cette capacité à faire rire les autres à l'instant même où leur propre douleur remonte, ne sont pas du tout des preuves de légèreté, mais les vestiges d'un cerveau habitué à se défendre. Les neurosciences expliquent que lorsque l'esprit est confronté à un stress chronique, à une menace émotionnelle constante ou à des blessures psychiques répétées, il développe des réponses de dissociation, des mécanismes subtils qui permettent d'éloigner la douleur en la recouvrant d'une couleur plus supportable. Chez certaines personnes, cette dissociation prend la forme du rire. Un rire qui n'est pas toujours joyeux, mais qui fonctionne comme une soupape, une manière d'empêcher la tension interne de devenir visible. Ce phénomène, bien plus profond qu'il n'y paraît, se déclenche à une vitesse presque biologique. Lorsque quelque chose touche une zone sensible, un souvenir, une critique, une émotion ancienne, l'amygdale, ce centre primitif du danger, s'active. Au lieu de déclencher la fuite ou la colère, comme elle le ferait chez d'autres, elle ouvre la voie à un réflexe inhabituel, la déviation humoristique. Le cerveau tente alors de transformer une menace émotionnelle en un jeu verbal, un geste comique, une note d'ironie. Cela crée une illusion de contrôle, comme si le rire offrait une prise sur ce qui est douloureux. Les chercheurs de l'Université de Chicago ont montré que l'humour utilisé dans des situations émotionnellement inconfortables active les mêmes circuits que ceux liés à la régulation de la douleur. Cela signifie que, pour certains, rire n'est pas un divertissement, c'est un anesthésique. Et pourtant, ce qui surprend le plus lorsqu'on observe ces mécanismes, ce ne sont pas les éclats de rire visibles, mais les signaux d'alerte presque imperceptibles qui les accompagnent. Tu peux voir ces micro-détails, le regard qui fuit une seconde, la mâchoire qui se crispe avant le sourire, la respiration qui se brise, la voix qui s'élève trop vite, comme si chaque plaisanterie venait masquer une tension interne prête à éclater. Le sourire ironico devient alors une armure, un bouclier translucide que peu remarquent, mais qui porte en lui la trace de 1000 petites défaites émotionnelles. Chaque blague cache un tremblement, chaque ironie porte la fatigue d'avoir trop ressenti, chaque rire trop sonore dissimule une peur trop ancienne. Lorsque ces mécanismes deviennent habituels, ils se transforment en un véritable cycle émotionnel que l'on peut suivre comme une cartographie de survie. Dans la première phase, l'humour apparaît comme un soulagement, une manière rapide de détourner l'attention d'une douleur trop vive. Dans la deuxième, il devient un réflexe. La personne plaisante avant même de reconnaître ce qu'elle ressent. Dans la troisième, l'humour devient une façade, une identité de substitution où l'on se réfugie pour ne plus avoir à affronter ce qui vit derrière. Et dans la dernière, la plus sombre, l'humour se transforme en une prison affective. Plus personne ne voit ta douleur, et toi-même, à force de rire, tu finis par oublier où elle commence. C'est ainsi que naît le paradoxe. Celui qui fait rire le monde est parfois celui qui souffre en silence, sans jamais trouver une fenêtre pour laisser sortir ce qui brûle en dedans. Mais ce cycle n'est jamais seulement individuel. Il prend racine dans des dynamiques collectives, des environnements où exprimer sa douleur est perçu comme une faiblesse, où la vulnérabilité dérange, où la tristesse est accueillie par des injonctions maladroites à rester fort. Certaines familles transforment l'humour en langue maternelle. On rit de tout, on ironise sur les blessures, on masque les tensions par des plaisanteries, on crée des fêtes au-dessus des ruines émotionnelles. Et dans la culture collective, le personnage du clown triste n'est pas une invention romantique. Il est le reflet d'un archétype humain, celui qui doit faire rire pour survivre, celui qui doit sourire pour ne pas être écrasé par le poids de son histoire. Le rire devient ainsi un rituel, une offrande que l'on fait au groupe pour rester à l'intérieur de ses murs. Pourtant, dans la profondeur de cette mécanique, existe un protocole intérieur que celui qui utilise l'humour comme bouclier active sans même en avoir conscience. Ce protocole commence par la perception, sentir arriver la douleur et décider instinctivement qu'elle doit être déguisée. La conscience, quand elle s'éveille, peut transformer ce protocole. Elle devient un espace où l'on peut reconnaître que l'humour n'est pas le problème, mais l'usage qu'on en fait pour ne pas se rencontrer vraiment. La retirada stratégique consiste alors à ne pas étouffer complètement le rire, mais à lui permettre d'exister sans l'obligation de masquer la douleur. Cela demande un courage silencieux, presque sacré, celui d'accepter qu'il existe quelque chose derrière la plaisanterie, quelque chose qui mérite d'être entendu. Et c'est à ce moment précis, dans l'interstice entre le rire et le silence, qu'apparaît le climax philosophique, cette vérité que l'on devine sans oser la dire. Peut-être que l'humour, celui que tu utilises pour te sauver du monde, n'a jamais été un mensonge, mais un chemin détourné vers toi-même.
Peut-être que le sourire ironique n'est pas seulement un masque, mais aussi un appel, une tentative fragile de rester vivant, malgré ce qui t'a blessé. Et alors, une question résonne, profonde, lente, presque comme un écho venu de très loin. Et si ton rire n'avait jamais été un déguisement, mais une manière de dire que tu n'as pas encore appris à pleurer? Il y a quelque chose de profondément fascinant et presque perturbant dans la manière dont certaines personnes sourient au moment précis où leur cœur se fissure, comme si leur visage avait appris à se défendre avant même qu'elles n'aient eu le temps de comprendre ce qui les blessait. Le sourire ironique, léger, insolent, presque charmeur, n'est pas ce qu'il semble être. Il est, pour beaucoup, une armure forgée au fil des années, un bouclier qui se place automatiquement entre eux et le monde pour empêcher que l'on voie la vulnérabilité qui pulse juste derrière. La psychologie comportementale explique que ce type de sourire n'est pas une simple expression faciale, mais un mécanisme de régulation émotionnelle, une manière d'éviter la surcharge interne en détournant l'énergie de la douleur vers l'énergie du jeu. Une équipe de chercheurs de l'université de Berkeley a démontré que les individus qui utilisent l'humour dans les moments de tension activent des zones du cerveau liées à la survie émotionnelle, les mêmes que celles qui s'activent lorsqu'on tente de supporter la douleur physique. Ainsi, le sourire ironique n'est pas un signe de légèreté, mais un signal d'alarme sophistiqué. Et si l'on observe attentivement, les signes d'alerte ne sont jamais vraiment cachés. Ils se glissent dans les silences, dans la manière dont la personne lève un sourcil une fraction de seconde trop tôt, dans la façon dont la commissure des lèvres se contracte avant que le sourire ne prenne forme. Le rire qu'elle provoque chez les autres est parfois trop rapide, trop contrôlé, trop dépendant de la nécessité de détourner l'attention. Le ton de sa voix oscille entre le cliquetis amusé et une tension presque imperceptible, comme si chaque blague portait en elle un tremblement. Et puis il y a ce détail que seuls les plus sensibles remarquent. Juste après la plaisanterie, son regard s'éteint une seconde, comme une flamme qu'un courant d'air effleure. Ce sont des signaux ténus, des appels muets, des fissures dans une armure parfaitement polie, pour que personne ne voie le chaos intérieur. Ce sourire ironique se déploie dans un processus que la psychologie appelle réponse de substitution. Quand une émotion trop forte, trop lourde ou trop ancienne remonte, le cerveau cherche immédiatement un moyen de la contenir. Pour certains, ce moyen est la colère. Pour d'autres, le mutisme. Mais pour ceux qui ont appris à survivre par l'humour, la réponse est toujours la même. Transformer la douleur en performance. Cette transformation passe par plusieurs étapes. D'abord, la dissociation, où la personne se sépare de ce qu'elle ressent pour ne pas être submergée. Ensuite, la transformation de la tension en ironie, un geste mental rapide, où la blessure devient matière à jeu. Puis vient l'adaptation sociale. La personne utilise cette plaisanterie comme un masque, comme une façon de se rendre acceptable, de ne pas déranger, de ne pas attirer l'attention sur ce qui lacère réellement. Enfin, la dernière étape, la plus sombre, est l'intériorisation. L'individu porte son sourire comme une marque identitaire, comme une signature émotionnelle, au point que le monde oublie qu'il pourrait souffrir, et que lui-même perd parfois l'accès à sa propre authenticité. Mais cette mécanique n'est presque jamais née dans le vide. Elle se construit dans les familles, où la douleur n'a jamais eu le droit de s'exprimer, dans les groupes où pleurer est un acte de faiblesse, dans les environnements où l'enfant qui fait rire devient immédiatement le préféré, parce qu'il allège la tension ambiante. Certains grandissent avec l'idée que leur valeur dépend de leur capacité à divertir, à mettre de la lumière dans les ombres, à transformer les disputes familiales en scènes comiques. Le rôle du clown sauveur devient alors un héritage, une loyauté inconsciente envers un système où l'on survit en amusant les autres. Et dans l'inconscient collectif, l'archétype du bouffon blessé traverse les époques. Celui qui masque le chaos par un sourire, celui qui transforme la tragédie en comédie pour que le monde ne voie jamais la profondeur de ses gouffres. Dans ce contexte, le protocole de protection se met en place, sans même que la personne s'en rende compte. Son sourire est calibré pour que personne ne s'approche trop près. Ses blagues sont taillées pour détourner la conversation au moment exact où quelqu'un s'apprête à franchir la frontière de ses émotions. L'humour devient une ceinture de sécurité, un filet d'urgence, une manière de garder le contrôle sur ce qui pourrait, si on le laissait sortir, se transformer en douleur brute. Pourtant, la conscience peut faire évoluer ce protocole. Lorsqu'on commence à observer son propre rire, à écouter la tonalité de ses propres plaisanteries, à reconnaître la contraction qui précède le sourire, quelque chose se débloque. La retirada stratégique, dans ce cas, consiste non pas à cesser de plaisanter, mais à laisser un millimètre d'espace entre l'émotion et la blague, un espace où l'on peut sentir ce que l'on aurait voulu dire, avant de le transformer en ironie. Et c'est dans cet espace que naît le climax philosophique, ce moment où l'on découvre que le sourire ironique n'est pas qu'un masque, mais une frontière,
un fil tendu entre la douleur et le monde. Peut-être que ceux qui rient pour se protéger ne sont pas faibles, mais profondément courageux, car ils portent seuls ce que d'autres n'auraient jamais supporté. Peut-être que derrière chaque plaisanterie se cache une vérité qu'ils n'ont jamais osé dire, une vérité qui tremble dans la gorge avant d'être étouffée par la légèreté. Et alors, une question se glisse dans la conscience, comme un souffle venu du fond de l'âme. Et si le sourire ironique n'était pas là pour cacher la douleur, mais pour empêcher qu'elle te consume complètement ? Il existe, dans les maisons où l'on apprend à survivre plutôt qu'à exister, un phénomène presque imperceptible. Celui où le rire devient une langue transmise comme un héritage, une forme de respiration commune, un rituel de survie partagé. Beaucoup imaginent que l'humour est un trait individuel, un talent, une manière d'être légère. Pourtant, ceux qui observent en profondeur savent que certains sourires ne viennent pas d'une volonté personnelle, mais d'un apprentissage silencieux qui s'est formé bien avant que l'enfant ne puisse comprendre ce que signifiait vraiment aller bien. Il y a des familles où la douleur n'a jamais eu le droit de se montrer, où l'angoisse devait se maquiller pour ne pas déranger, où les colères étaient avalées comme on avale des lames. Dans ces groupes, le rire n'était pas un divertissement, il était un service rendu au clan. Les psychologues familiaux expliquent que ce mécanisme s'enracine dans la dynamique systémique. Un enfant, souvent très jeune, remarque que lorsqu'il fait rire, l'atmosphère change, la tension diminue, les adultes respirent un peu plus doucement, les disputes s'apaisent. Et cet enfant, doté d'une sensibilité presque douloureuse, intériorise une vérité déformée. Je dois faire rire pour maintenir les autres en vie. Le rire forcé devient alors un rôle, un devoir, et plus tard, une identité. L'ironie, la comédie, les blagues improvisées deviennent les outils d'un médiateur émotionnel qui ne sait pas encore qu'il paie un prix immense pour cette harmonie artificielle. Il grandira en portant sur lui la responsabilité invisible de consoler un groupe tout entier. Et si l'on observe les signes d'alerte, ils ne sont jamais vraiment cachés. Il y a cette manière étrange de désamorcer chaque discussion profonde par un éclat d'humour, comme si la gravité devenait insupportable. Il y a ce réflexe de rire dans les moments où les autres pleurent, non pas par indifférence, mais par un conditionnement ancien qui dit « si je fais sourire, tout ira mieux ». Certaines micro-expressions trahissent l'histoire familiale. Le visage qui se ferme une demi-seconde avant de s'ouvrir en un sourire, les yeux qui se mouillent avant de se crispent pour empêcher la larme de sortir, les épaules qui se contractent lorsqu'une émotion sincère tente de remonter. Ce sont là des traces somatiques de ce que la psychologie intergénérationnelle décrit comme des loyautés invisibles, des liens qui obligent à porter la douleur d'autres comme si elle était la sienne. Mais cette dynamique ne se limite pas à la famille, elle s'étend aux groupes, aux cercles sociaux, parfois même à la culture entière. Dans certains milieux, être sérieux est perçu comme menaçant, et celui qui brille par son humour devient le protecteur du groupe, l'éponge émotionnelle qui absorbe les tensions pour que les autres n'aient pas à les sentir. Et dans la mémoire collective, l'archétype du bouffon blessé, présent depuis les cours médiévales jusqu'aux scènes de comédie moderne, incarne cette figure paradoxale, celui dont la fonction est d'apporter de la légèreté, mais dont la vie intérieure est souvent saturée de douleurs que personne ne voit. Cet archétype traverse les époques parce qu'il répond à un besoin universel, cacher la souffrance derrière le spectacle. À force d'endosser ce rôle, le phénomène évolue de manière presque tragique. Au début, l'enfant rit pour apaiser, ensuite, l'adolescent rit pour se protéger, puis l'adulte rit pour survivre. Et finalement, vient l'étape la plus obscure, celle où la personne rit par habitude, ne sachant plus distinguer si ce rire vient d'elle ou des blessures de ceux qui l'ont précédé. C'est le moment où le personnage comique devient une seconde peau, une persona dont on ne peut plus se défaire sans risquer de s'effondrer. Les chercheurs en psychologie narrative expliquent que ce stade représente une fracture identitaire. La personne ne sait plus où se termine l'humour et où commence sa douleur réelle. Mais dans ce théâtre complexe, il existe un protocole de survie profondément ancré. Le rire sert à détourner la peur, à empêcher les autres d'approcher trop près, à garder le contrôle dans un monde où la vulnérabilité a longtemps été un luxe inaccessible. Pourtant, la conscience peut ouvrir une brèche dans cette mécanique. Elle permet de discerner la fonction réelle de chaque plaisanterie. Est-ce une intention sincère de partager, ou un geste réflexe pour éviter le contact avec soi-même ? La retirada stratégique, dans ce contexte, consiste à reconnaître que le rire n'a pas toujours été un choix, mais une réponse apprise. Et c'est dans cet espace de lucidité que le bouclier commence à s'amincir. Alors surgit, dans le silence qui suit la prise de conscience, un climax philosophique qui ébranle tout le système. Peut-être que ton humour n'a jamais été destiné à divertir.
Peut-être qu'il n'avait pas pour but de cacher ta douleur, mais de protéger celle des autres, celle qu'on t'a imposée sans que tu le saches. Peut-être que derrière chaque sourire forcé se cache une vérité que personne n'a jamais honorée. Tu n'aurais jamais dû avoir à porter cela. Et dans ce murmure profond, une question se lève, lente et douloureuse. Et si ton rire n'était pas un don, mais un héritage dont il est enfin temps de te libérer? Il existe un moment presque imperceptible dans la vie de ceux qui utilisent l'humour comme refuge, un moment où la plaisanterie cesse d'être un geste spontané et se transforme en un masque, une couverture, une seconde peau qui s'attache à eux avec une force qu'ils n'avaient jamais anticipée. Ce masque comique, forgé au fil d'années de survie émotionnelle, commence souvent comme une stratégie douce, une manière tendre de détourner les regards, de dédramatiser ce qui fait mal, de neutraliser ce qui menace. Pourtant, à mesure qu'il se solidifie, il crée une sorte de territoire intérieur où la personne ne sait plus vraiment si elle rit parce qu'elle veut rire ou parce qu'elle doit le faire pour rester en sécurité. Les psychologues spécialisés dans les comportements d'adaptation expliquent que ce mécanisme se construit par couches successives, chacune déposée par une expérience où la vérité émotionnelle a été perçue comme trop lourde, trop dangereuse, trop susceptible de provoquer les réactions des autres. Alors l'humour devient un refuge, puis un rempart, et enfin une cage. Les premiers signes de ce cycle sont subtils. On les observe dans la manière dont la personne esquive chaque tentative de conversation sérieuse, préférant filer vers un jeu de mots, une remarque ironique, une plaisanterie bien placée, comme si la profondeur émotionnelle leur brûlait la peau. Le sourire se déclenche un peu trop vite. Le rire arrive un peu trop fort, comme si chaque microseconde de silence était une menace qu'il fallait immédiatement effacer. Puis, un autre signe apparaît, le décalage. La personne rit à des moments où personne ne rit, plaisante juste avant que la tension ne devienne trop visible, transforme ses propres blessures en sketch improvisés pour éviter que quelqu'un ne les touche vraiment. Enfin vient l'indice le plus révélateur. Après chaque explosion d'humour, un vide, une fatigue immense, comme si l'âme s'était épuisée à porter le spectacle. Ce sont là les premiers chimures de la prison émotionnelle. Mais ce cycle ne s'arrête jamais là. Il entre dans une deuxième phase, beaucoup plus profonde, où l'humour cesse d'être un choix conscient et devient une réaction automatique. La personne perd peu à peu sa capacité à exprimer authentiquement ce qu'elle ressent. La peur de montrer la moindre vulnérabilité devient si grande que la seule façon de rester en contact avec les autres est de faire rire. À ce stade, le masque comique n'est plus un outil, mais un personnage envahissant qui s'interpose entre la personne et sa propre vérité. Les psychologues parlent alors de fracture identitaire humoristique, un état où l'individu se confond avec le rôle qu'il a appris à jouer. Ce qu'il veut vraiment dire reste coincé dans sa gorge, transformé en sarcasme avant même d'avoir pu devenir une émotion. À chaque fois qu'il tente d'être sincère, le masque s'interpose. La troisième phase, encore plus obscure, est celle où l'humour commence à enfermer la personne dans ce que les spécialistes appellent une répétition défensive. Tout devient matière à rire. La douleur, les déceptions, les échecs, les peurs, les cicatrices. Ce rire compulsif est moins une expression qu'un barrage, moins un partage qu'une barrière. Ce stade est dangereux, car il crée une illusion de bien-être autour de quelqu'un qui souffre profondément. Le monde rit et il rit avec lui. Mais personne ne voit que chaque rire est une manière d'éviter un effondrement. C'est la phase où l'on s'habitue tellement au masque que l'on oublie comment respirer sans lui. Mais l'aspect le plus terrifiant de ce cycle apparaît dans la quatrième phase, celle où l'identité se dissout dans la fonction comique. La personne ne sait plus ce qu'elle ressent réellement, elle ne sait plus comment demander de l'aide, comment exprimer une peine, comment se montrer autrement que par le rire. Les frontières entre la douleur et la plaisanterie deviennent floues, presque indistinguibles. Et c'est à ce moment-là que la prison émotionnelle devient un labyrinthe intérieur dont il semble impossible de sortir. La personne se retrouve isolée, entourée de rires qu'elle a elle-même provoqués, mais qui ne la nourrissent plus. Elle est applaudie pour un personnage qui n'est pas elle, mais ce phénomène n'est jamais isolé. Il est renforcé par la dynamique sociale, par les groupes qui encouragent le rôle comique, parce qu'il rend tout plus léger, parce qu'il soulage les tensions, parce qu'il évite les confrontations. Dans certaines familles, le drôle devient indispensable. Si lui s'arrête de faire sourire, tout s'écroule. Dans certains cercles d'amis, il est celui qui sauve la soirée, celui dont on attend qu'il fasse briller chaque moment. Et dans la mémoire collective, l'archétype du bouffon tragique se perpétue parce qu'il répond à une peur ancestrale, celle de se confronter à ce qui est vrai. Tant que quelqu'un détourne la douleur en rire, personne n'a besoin de regarder l'abîme. Pourtant, au cœur même de cette mécanique se trouve un protocole de survie dissimulé, que la personne peut transformer en protocole de conscience.
Cela commence par un simple geste intérieur, reconnaître le moment précis où la plaisanterie sert à éviter une émotion. Non pas sans vouloir, mais observer. La retirada stratégique consiste alors à ne pas laisser le masque parler avant l'émotion, à faire une pause, minuscule mais sacrée, entre la blessure et la blague. Dans cette pause, quelque chose d'immense peut naître, un contact, même fragile, avec ce qui est vrai. Et alors, dans ce silence qui suit la suspension du rire, surgit le climax philosophique, comme un souffle ancien qui traverse la conscience. Peut-être que ta plus grande prison n'a jamais été ta douleur, mais la quantité de rire que tu as utilisé pour ne jamais la regarder. Peut-être que ton masque comique, celui que le monde applaudit, n'est qu'un cri dissimulé. Et une question profonde s'élève alors, lente, presque solennelle. Et si, pour la première fois, tu laissais quelqu'un entendre ce qui existe derrière ton rire ? Il existe un territoire intérieur que peu de gens connaissent, un espace où la douleur n'est jamais affrontée directement, mais constamment recouverte, déplacée, transformée en matière légère pour que personne ne perçoive la profondeur du gouffre derrière le sourire. Ceux qui utilisent l'humour pour se protéger ne le font pas par frivolité, mais parce que, dans leur histoire personnelle, ce mécanisme a été la seule manière de continuer à avancer sans s'effondrer. L'humour n'est pas un divertissement. Il devient une stratégie, une arme finement affûtée contre les menaces émotionnelles. Les neurosciences expliquent que, dans les moments de stress, certains cerveaux activent un dispositif de dérivation émotionnelle. Au lieu de plonger dans la souffrance, ils fabriquent une narration comique pour détourner l'énergie qui aurait été insupportable à supporter. C'est une forme de fuite, mais une fuite créative, presque élégante, qui permet de rester debout sans jamais laisser les autres voir les fractures. Ce protocole interne de survie suit un parcours d'une précision presque militaire. La première étape est l'anticipation. La personne ressent la montée d'une émotion difficile, une tension dans la poitrine, une brûlure dans la gorge, un souvenir qui se déploie dans l'ombre. Avant même qu'elle ne puisse l'identifier, le cerveau active un réflexe de défense. L'humour surgit, non pas comme un choix, mais comme un réflexe vital. La blague devient un rideau, un écran de fumée qui empêche la douleur de se manifester au grand jour. La deuxième étape est la déviation. La personne transforme la conversation, détourne l'attention, crée un éclat de rire collectif qui disperse la gravité du moment. Dans cette déviation, il y a un geste très ancien. On sauve les autres pour se sauver soi-même. Puis vient la troisième étape, la plus délicate, la dissimulation. L'humour devient un moyen d'effacer la vulnérabilité en temps réel. Quand la personne plaisante juste après une remarque sensible, ce n'est pas pour faire rire seulement, mais pour refermer la porte que l'émotion menaçait d'ouvrir. C'est dans ces moments que les signaux d'alerte apparaissent, la voix qui vacille avant de se stabiliser dans un ton ironique, les yeux qui cherchent une issue, les mains qui s'agitent comme pour disperser l'inconfort. Le corps entier participe à cette chorégraphie de survie où la plaisanterie devient un rempart contre le vertige intérieur. La quatrième étape est la normalisation. Le protocole devient automatique, presque imperceptible. La personne ne se rend même plus compte qu'elle utilise l'humour pour se protéger. Elle croit qu'elle est naturellement drôle, relaxée, légère, alors qu'en réalité, chaque plaisanterie est un déplacement subtil de la douleur. À ce stade, l'humour cesse d'être un mécanisme de protection ponctuel et devient une seconde identité. Le danger, c'est que plus les autres rient, plus la personne se sent obligée de nourrir ce personnage, et moins elle trouve d'espace pour être elle-même. C'est un cercle vicieux où l'on devient prisonnier de son propre don. Les psychologues parlent de fatigue compassionnelle humoristique, un épuisement émotionnel qui s'installe lorsqu'on se sert de la comédie pour éviter sa propre vérité. Ce protocole de survie n'est pourtant jamais purement individuel. Il est renforcé par les dynamiques collectives, par les attentes implicites d'un groupe qui a besoin de ce rôle comique pour maintenir une forme d'équilibre. Dans certaines familles, l'humour est la seule manière d'exister sans provoquer la colère ou la critique. Dans certains cercles sociaux, celui qui fait rire devient rapidement indispensable, presque un pilier. Et dans l'imaginaire collectif, l'idée du clown tragique est profondément ancrée. Cet être qui porte sur ses épaules la charge émotionnelle des autres, tout en cachant l'abîme qu'il porte en lui. Il incarne, sans le vouloir, la peur universelle de se confronter à la souffrance brute, mais à travers les failles de ce mécanisme se révèle un élément essentiel. Il existe une possibilité de transformer ce protocole de survie en protocole de conscience. Cela commence par un geste qui semble minuscule, mais qui est en réalité révolutionnaire. Reconnaître la sensation qui précède la plaisanterie. Sentir le battement de cœur plus rapide, la tension dans la gorge, l'envie de détourner la conversation. Dans cette prise de conscience, le rire n'est plus un obstacle, mais un signal.
La retirada stratégique consiste alors à laisser un espace entre l'émotion et l'humour, un espace fragile où la personne peut choisir, parler, se taire, pleurer, respirer, ou simplement rester sans répondre. Dans ce moment suspendu, quelque chose s'ouvre. Le monde intérieur, longtemps étouffé par les plaisanteries, commence à émettre des murmures. L'humour cesse d'être une arme et redevient un langage, une expression authentique plutôt qu'un camouflage. Et c'est précisément là qu'apparaît le climax philosophique, ce souffle profond qui surgit quand on comprend enfin que la survie ne peut pas être la destination. Elle n'est que le début du chemin. Peut-être que ton humour n'a jamais été une fuite, mais le premier outil dont tu disposais pour ne pas sombrer. Peut-être que ce bouclier que tu as construit était une preuve de force et non de faiblesse. Et alors une question, lente et essentielle, traverse la conscience comme une brise ancienne. Et si tu pouvais enfin utiliser ton humour non plus pour te cacher, mais pour te révéler? Il arrive un moment, souvent tardif, où le rire cesse de fonctionner. Non pas parce que l'on a perdu le sens de l'humour, mais parce que quelque chose, à l'intérieur, refuse enfin de jouer le jeu. Le masque glisse, la plaisanterie résonne à vide, les sourires ne soulagent plus. Ce qui, pendant des années, avait tenu lieu de pont, de rempart, de langage de substitution, commence à se fissurer. Et dans cette fissure, une voix nouvelle émerge. Elle ne crie pas, elle ne rit pas. Elle murmure seulement « Tu n'as plus besoin de te cacher ». Car au fond, il y a toujours eu deux types d'humour. Celui qui protège de la douleur et celui qui la traverse. La psychologie existentielle affirme que tant que l'humour est utilisé pour éviter la confrontation avec soi, il agit comme une barrière intérieure. Mais lorsque cette confrontation devient inévitable, lorsque le masque comique se révèle impuissant face à la gravité du vide, c'est une autre forme d'humour qui se dessine, plus lente, plus dépouillée, plus humaine. Elle n'est pas là pour sauver, mais pour accompagner. Ce n'est plus un outil de fuite, mais un témoin silencieux. À ce stade, on ne rit plus pour s'éloigner de la douleur, mais avec elle, dans une sorte d'accord profond entre ce qui fait mal et ce qui éclaire. Mais pour atteindre ce point, il faut traverser une frontière que beaucoup redoutent, celle où le rire devient inutile. On se retrouve alors face à soi-même, sans distraction, sans échappatoire, et ce face-à-face peut être brutal, car tout ce qui était tenu à distance par l'humour revient, comme une marée qui n'a jamais cessé de monter. Les souvenirs refoulés, les larmes jamais versées, les vérités étouffées sous des couches d'ironie, tout refait surface. Le silence autrefois évité devient un miroir. Et dans ce miroir, pour la première fois, on se voit sans filtre. Ce moment n'est pas une chute, comme beaucoup le craignent, c'est un basculement, un éveil. C'est là que se produit le retournement intérieur, le début d'un humour nouveau, épuré de ses réflexes défensifs, capable de dire sans fuir, de montrer sans se moquer, d'exister sans se travestir. Un humour qui ne nie rien, mais qui, au contraire, honore tout ce qui a été vécu. C'est dans cette mutation que naît ce que certains appellent la clarté affective, cette capacité rare à rire avec la vie, non contre elle. Ce basculement ne se fait jamais seul. Il est soutenu par la reconnaissance d'autrui, par un regard qui ne demande plus à être distrait, mais à être touché. Quand quelqu'un nous écoute sans attendre la prochaine blague, quand on peut dire « j'ai mal » sans devoir enchaîner sur une phrase qui fait rire, quand on n'a plus peur d'être vu autrement qu'en spectacle. C'est dans ces moments-là que l'humour retrouve sa forme la plus pure, celle du lien. Il n'est plus un mur entre soi et le monde, mais un fil tendu, fragile mais réel, entre deux consciences qui se reconnaissent. Mais pour en arriver là, un dernier acte était nécessaire, celui de se réconcilier avec sa propre douleur. Non pas la nier, ni la glorifier, mais l'accepter comme faisant partie de soi. Comprendre que ce que l'on a transformé en blague, en anecdote, en scène comique, était parfois le cri d'un enfant qui n'avait jamais appris à parler autrement. Comprendre que chaque rire était peut-être une tentative de rester debout, de continuer malgré tout, et qu'il n'y a rien de honteux à cela. Bien au contraire, c'est alors, et seulement alors, que l'humour devient un pouvoir véritable. Non plus celui de masquer, mais celui de révéler. Non plus celui de distraire, mais celui d'ouvrir. Rire après avoir traversé sa propre nuit intérieure n'a pas la même couleur que rire pour l'éviter. C'est un rire qui n'efface rien, mais qui transforme. Un rire lucide, un rire tendre, un rire habité. Et c'est là, dans ce souffle final, que le climax philosophique s'impose, non comme une réponse, mais comme une forme de paix. Peut-être que le plus grand courage n'a jamais été de faire rire les autres, mais de se laisser voir soi-même, sans détour, sans performance, sans ironie. Peut-être que le vrai humour commence là où la peur s'arrête. Et dans le silence qui suit, une dernière question résonne, douce et essentielle, comme un écho qui n'a plus besoin d'être couvert par un rire. Et si le plus grand acte d'humour
était celui de ne plus avoir besoin d'en faire.